Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce matin pour ce 20e Café de l'Histoire des Sociétés Industrielles de Mulhouse, déjà 20 numéros. Et on se réjouit ce matin d'accueillir Monsieur François Tacquart, qui est l'âme de ce magnifique projet de musée à Vesserlin. Et il va nous expliquer en détail à la fois comment on est passé de ce, d'un château finalement des princes abbés de Murbach à un site emblématique du patrimoine industriel textile alsacien. Donc merci Monsieur François Tacquart. Naturellement, comme d'habitude, vous avez moyen de poser des questions via le chat à la fin du webinaire. La première question que j'ai envie de vous poser, Monsieur Tacquart, c'est de savoir justement comment on passe d'un château des princes abbés de Murbach à une manufacture d'indienne et pourquoi vient-on à produire à des indiennes à Vesserlin? Oui, en fait, c'est parce qu'effectivement, Besserlin a la chance d'être près de Mulhouse, d'avoir une vallée avec la main-d'œuvre, de l'eau à disposition et des bâtiments à disposition, dont un château inutilisé par les princes abbés de Murbach, à un moment où le roi de France va réouvrir le marché de l'indiennage en France. Il était interdit pour protéger les lainiers du Nord et les soyeux de Lyon. Et toutes les indiennes qui étaient des belles toiles peintes, peintes pardon, qui étaient très, très demandées par la bourgeoisie et les nobles français. Ce marché va réouvrir et bien sûr, spontanément, ben, on le voit sur cette carte juste ici, les industriels vont se précipiter à créer des indienneries en France, des manufactures d'indiennes. Et bien, Salin était tout à fait proche de Mulhouse et apte à cette activité, comme d'ailleurs Münster et d'autres vallées par ailleurs. Voilà, en quelques mots. Et donc, c'est sur cette base que le château de Vesserlin va être réutilisé comme usine, en fait, et devenir la base d'une superbe manufacture qui, déjà en 1789, comprenait 1500 employés, dont 700 sur place, mais aussi 700 à domicile. Ça, c'est important dans le raisonnement. Et c'est sur la base de un démarrage puissant conduit par des familles alsaciennes, en particulier issues de Mulhouse, mais puis remplacé plus tard par une famille plutôt de Genève, les Gros et les Romans. Genève, parce qu'effectivement, c'était en Suisse qu'on faisait beaucoup de fabrication d'indiennes pour l'importer en fraude en France. Hein, donc, il y avait un savoir-faire, puis aussi des capitaux, que va se développer un énorme empire, si vous voulez, une entreprise mondiale au 19e siècle, qui va avoir jusqu'à 5300 employés dans la vallée. Je ne sais pas si vous voyez, c'est énorme. La population étant passée de 7000 habitants à 25 000 habitants. Hein. Donc, on voit que c'est énorme. Un des premiers sites mondiaux et un des plus grands sites du Haut-Rhin, bien sûr. On le voit d'ailleurs sur cette image, la qualité de ce site. D'abord le château, la barrette qui fut la première usine, mais tout de suite d'autres usines sur les bords de la Ture pour devenir un énorme complexe en 1916. On voit le site. Un grand jardin avec château, villa et ferme entouré de très belles usines, à la mode des sites et usines qui se sont dispersés dans le cité rural Et, en France qu'en Europe à partir de 1750 jusqu'à 1850. et ce Alors, site, il est également emblématique parce que c'est le premier à se mécaniser en Alsace. oui, c'est ça, voilà. On y trouve la première filature mécanisée, des tissages mécaniques très tôt, un tas d'innovations là extrêmement importantes qui vont d'ailleurs être diffusées au sein de la Société industrielle de Mulhouse et être l'objet de débats, tant au niveau technique, bien sûr, sur l'impression, sur la filature, sur le rouleau d'impression, qu'au niveau énergétique, organisationnel, etc. Un site qui est dirigé un peu d'une main de fer dans un gant de velours par un patronat paternaliste, mais progressif, puisqu'on a à Vesselin la première caisse, caisse maladie presque de l'histoire dès 1718, si vous voulez, 1818, pardon, je dis bêtises. Et donc, avec une organisation des ouvriers paysans extrêmement complexe qui produit un système agraire et industriel très original et beaucoup plus social que Mulhouse, par exemple. Hein. Alors, D'accord. bien sûr, ce modèle, je vous montre la photo, va avoir des hauts et des bas à travers le temps. Et un des plus grands bas, bien sûr, va être la crise de 1860. Donc, vous savez, la guerre de sécession qui va amener une baisse drastique de la production de coton et une crise textile extrêmement importante dans toute l'Europe. Et Bessérin va perdre la moitié des emplois cette année. J'imagine une autre crise, enfin, une phase d'adaptation démarre également après l'annexion en 1871. Voilà, Qu'est-ce qui se passe à partir de cette période-là? voilà. Donc, effectivement, le paradoxe, c'est que
après une année ou deux difficile, mais aussi la création d'entreprises en vieille France. Quand l'Alsace devient allemande, il faut garder un peu de marché français, en particulier sur le blanchiment, avec la création du blanchiment de Tarn et Vosges, hein, BTT, dont Vesselin est organisateur, mais aussi actionnaire. L'entreprise se remet vers le marché allemand et finalement se débrouille bien, puisque même si le nombre d'emplois restera plus bas qu'en 1850, on sera à peu près à 2500 emplois, elle va être une des plus belles entreprises allemandes de textile, tout en gardant en partie un marché international dans l'économie. Donc, jusqu'à la guerre 14, si vous voulez, après des successions de dirigeants qui ont été parfois difficiles, on a eu un dirigeant qui s'appelait Édouard Gros, qui est, en fait, on a appelé là, c'est l'empereur de Messalin, le roi soleil de Messalin, si vous voulez, et ses enfants et ses amis, dont Philippe Marozon, donc, ont pu redresser l'entreprise et elle a prospéré, hein, pour rester sous la marque Gros-Roman, une des premières de France. Et donc, euh, cette, euh, cette qualité de fonctionnement va malheureusement prendre un coup dur par la guerre 14-18, mais aussi après 18, d'abord par la perte des marchés allemands, puisqu'il n'y avait plus de marché, hein. L'Allemagne était en totale récession, mais également après la grande crise de 1929, Mais la famine gros qui roman. amène Marcel Boussac à rentrer dans l'affaire. On peut peut-être présenter brièvement Marcel Boussac, hein, pour ceux qui ne le connaissent Oui, pas. Il est né en 1889 et c'est le fils d'un confectionneur qui très très tôt s'installe comme à Paris et fonde une petite société qui va d'abord faire fabriquer dans les Vosges des tissus fantaisie qui plaisent beaucoup. Et puis ensuite, il va monter le comptoir de l'industrie cotonnière qui, à partir du début des années 20, va racheter en cascade tout un tas d'entreprises, notamment vosgiennes, défaillantes. Et il est dans les années 20 le premier patron du coton en France. Et donc, il va fondre comme ça sur Vesserlin au moment où Vesserlin connaît des difficultés, c'est ça? voilà, exactement. Il prend Bessana à l'éducation de 1933, sauf que il ne veut pas du tissage, il ne veut pas du reste, ni du blanchiment. Ils vont être repris par d'autres entreprises. Le tissage va rester un peu dans la famille Gros-Roman sous un autre nom. Et lui va garder la MIV, Manufacture d'impression de Bessana, qui va connaître une belle histoire, certes, avec un niveau de service plus bas. On est plutôt aux alentours de 1000 emplois, si vous voulez, pendant une vingtaine d'années, une trentaine d'années, mais quand même qui va rester un bijou du système. Et le groupe Boussac, qui aura 15 filatures, 10 usines de manutention, 42 ateliers de confection et une seule manufacture d'impression, celle de Bessarin. Donc en 1950, donc un groupe de niveau mondial avec, je crois, 50 000 emplois aux alentours des années 1960. Alors, à remarquer qu'entre-temps, le château et la barrette, qui pourtant étaient les premières usines, puis aussi les premiers habitats des patrons, vont devenir des logements ouvriers. C'est assez curieux, puisqu'effectivement, Boussac n'est plus sur place. Le parc devient un gigantesque jardin ouvrier. C'est assez étonnant. Et la barrette et le château deviennent des logements d'abord de cadres, puis petit à petit d'ouvriers. Donc, ça, c'était une évolution intéressante. Alors, en notant que cette évolution avec Boussac provoque une relation particulière puisque rien ne bouge. En fait, la structure de 1900 ne bouge pas, si vous voulez. Le château, certes, devient des logements ouvriers, mais reste le château. Les jardins deviennent des jardins ouvriers, mais restent des jardins, si vous voulez. Et l'usine garde pratiquement sa physionomie jusqu'en 1950. Il y aura des travaux de la grande chaufferie à partir de 1960, mais disons, sa cytologie reste en place. Et c'est ça qui fera l'originalité de Bessarin. Le 19e siècle est encore totalement visible aujourd'hui. Alors, un grand changement, bien sûr, en 86, Boussac se casse la figure. Enfin, il y a d'abord les quatre frères Dalton, hein, les frères. Ouais, on peut préciser que Boussac est mort en 1980, hein, et que Ah, voilà. l'homme d'affaires s'était transformé en patron solitaire, complètement déconnecté, et l'empire Boussac est entré en pleine déconfiture dans les années 70 a été repris pour partie par un certain nombre d'entrepreneurs, dont Bernard Arnault. Voilà. Et qui a quasiment repris le gros du groupe avec, je crois, au départ, 11 000 emplois. Mm. Il avait promis de maintenir. Et en fait, ce qu'a fait Bernard Arnault, il a morcelé, si vous voulez, l'empire. Il a commencé à fermer quelques entreprises. Il a gardé les plus belles parties, Dior et compagnie. Dior. Et il a vendu à d'autres repreneurs, si vous voulez, des parties moins intéressantes. D'abord les Titanes qui ont fermé les uns les autres, et puis Vesserlin, qui pourtant était une belle usine, puisque Bernard Arnault a dit en 86 dans le monde, on va lui rappeler ça, que dans l'Empire Boussac, Besserlin, c'est un des bijoux, hein. Il l'a dit, et il a mis de l'argent d'ailleurs, hein. J'ai vérifié cela. Donc, quelque part, comme il existe toujours, on va essayer de se rappeler à son bon souvenir. Mais c'est vrai que Besserlin va connaître une succession d'affaissements pour finir avec 230 emplois en 2003. Période difficile, Ouais. effectivement. Et
amené la question, mais quel est le devenir de Besserlin? Voilà, Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Quel est le processus qui a ensuite amené à cette patrimonialisation progressive des jardins, des bâtiments, et quels acteurs ont contribué depuis ce moment-là à ce beau projet de patrimonialisation du site? alors, ne pas réagir, c'était laisser toute la vallée qui devenait la friche vallée, parce qu'il y avait la fermeture de Mannersbach avec Sturm, puis il y avait Mauch qui n'allait pas bien, Wittgenstein qui était déjà fermé ou devait fermé, Urbès était fermé, en fait, toute la vallée devenait friche vallée. Et on va dire une équipe, allez, je vais les appeler écologues chocato, hein, pour les appeler, dès les années 80, s'était intéressé à un concept qu'on a un peu oublié aujourd'hui, pourtant qui est très puissant, au concept de développement local. Vivre et travailler au pays en ayant des initiatives locales. Et quand le département avait acheté en 86, au moment où Bernard Arnault a racheté le site, la partie non industrielle du site, à savoir le château, le parc, les jardins, la ferme, les villas, cette équipe s'était intéressée pour développer un projet à Besserlin qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu parce que le département et le président Concom à l'époque avait un projet plutôt de grand hôtel qui a pas marché du tout. Et cette équipe était en place en 98 et m'a élu d'ailleurs à ce moment-là pour monter un projet sur la partie non industrielle au moment où l'usine fermait. Et donc, dans le site, il y a deux parties. Il y a la partie non industrielle qui fait 17 hectares. Hein. C'est les jardins, le château, les villas, la ferme. Et puis la partie industrielle qui fait 24 hectares, auquel s'ajoutait historiquement le C d'Urbès, qui était la réserve d'eau de l'usine, qui fait à peu près aussi une trentaine d'hectares. Alors, ces militants qui ont un peu pris le pouvoir à partir de 98, juste avant que l'usine ne ferme, si vous voulez, on dit, plutôt que de tout démolir, rénovons, partant du constat que démolir une vieille usine et la dépolluer, ça coûte aussi cher que la sauvegarder de façon frugale. Nous l'avons démontré par A plus B. Et on s'est lancé dans un projet assez complexe avec un projet culturel et touristique, beaucoup porté par des bénévoles et des assos. Ça, c'est le premier Et trois projet. modèles, trois modèles économiques complémentaires Voilà. en quelque sorte. Ouais. Voilà, complémentaires qui ont permis la réussite. Un modèle d'habitat frugal, mais grâce à l'inscription au monument historique, il se trouve que Besselin a été sauvé par les monuments historiques. C'est quand même un paradoxe, ça. Hein. Et puis, un troisième projet, c'est un projet d'entreprise locale, hôtel d'entreprise pour des locaux pas chers, loués à des entreprises, portés par la communauté commune, si vous voulez. Et les trois projets ont plutôt bien marché, puisque le projet culturel et touristique a permis d'arriver à environ 80 000 visiteurs par an. Aujourd'hui, on a une soixantaine d'emplois avec des chantiers d'insertion qui sont liés à ce projet, même si ce projet connaît aujourd'hui une certaine usure. Un projet d'habitat, ben, c'était ma surprise. Hein. Avec mes amis, j'avais participé à l'inscription au monument historique de quand même 20 000 mètres carrés de bâtiment. Tout le monde me disait ça va être la catastrophe, il n'y aurait plus personne. Et au contraire, ça a attiré ben, les promoteurs qui faisaient la défiscalisation pour faire du logement. Et donc, on a trouvé à peu près une dizaine de petits investisseurs, petits crédits logements, hein, et souvent pour le compte de tiers, si vous voulez. Et ça a permis de sauver et de rénover patrimonialement, si vous voulez, à peu près une centaine de logements dans le site. Et puis, le projet le plus innovant, peut-être, c'est le projet d'entreprise low cost frugal. Alors, comment faire frugal? Et là, on a montré des méthodes. Être frugal, c'est d'être patrimonial. C'est ça la leçon. Plus je maintiens le bâtiment dans son état, moins je mets d'aménagement, moins ça coûte cher, et plus je peux le louer pour pas cher. Et ça a bien marché, puisqu'on a actuellement 250 emplois, plus qu'à la fermeture, hein. C'est quand même pas si mal. Des gens très fidèles, parce qu'ils partent plus tellement c'est peu cher, mais franchement, et tellement il y a de services, parce qu'on a, la Comcom y a installé beaucoup de services locaux, publics et privés, qui font que Messerlin, c'est devenu un centre de services de la vallée, le centre principal là, des méthodes d'aménagement frugal, hein, tout garder, remettre des planches, tailler des planches, garder les vieux sols, etc. Et donc, ça, c'est un modèle intéressant. Avec des conditions de réussite, bon, je les cite pas parce que je suis déjà au bout de mon exposé, mais je peux y Non, revenir si vous voulez. on a encore 5 minutes. Allez-y, prenez Alors, votre temps, les allez-y. conditions de réussite, c'est qu'il faut prendre la main. Il faut avoir le pouvoir de prendre la main foncière, acheter. Et c'est facile parce que quand il y a une faillite, si on est beau négociateur, on peut avoir tout pour pas cher du tout. Hein. Nous avons acheté les 24 hectares d'usine avec les crassiers, etc., pour 600 000 euros. Le liquidateur en voulait d'abord 3-4 millions d'euros. Alors je lui ai dit, bon, mais c'est 15 millions d'euros de dépollution à faire auparavant. Enfin, il faut être négociateur, hein, il faut être aussi rat que les rats. Voilà. Hein. Et deuxième règle, respecter les structures du patrimoine. Euh, moins on bouge, moins c'est cher. Trois, faire tout frugal pour faire très simple. Hein. Un mur blanc, même s'il n'est pas génial, on le laisse blanc si on le loue à une petite entreprise. Elle n'a pas besoin d'avoir un mur propre, repeint, c'est pas la peine. Elle préfère payer moins cher et avoir un mur qu'elle aménage elle-même. Quand on a, pour faire des parkings, on n'a pas fait de parking comme la loi le prévoyait, on a souvent mis de l'herbe sur des terrains industriels, et quand il n'y a que de voitures, ben, on les met sur l'herbe, ça marche très bien. Bien sûr, il faut une gouvernance favorisant des initiatives
au sein de Vesselin, il y a une dizaine d'associations qui ont été créées, de paysans, de culture artistique, d'insertion, etc., tout ce que vous voulez, et qui font vivre le site, si vous voulez, et bien sûr quand même être intelligent sur les produits immobiliers qui ont été créés. Là, c'était par exemple, les bureaux bah, sont restés des bureaux, la logistique est restée de la logistique. En fait, on n'a pas fait des contresens dans l'aménagement des bâtiments qui seraient coûteux, et tout ça, ça a été bien. Alors, un dernier point, c'est que si le modèle touristico-culturel a bien monté en puissance, il est sur un plafond parce qu'il a été construit sur les jardins. Les jardins attirent beaucoup. Et pas tellement sur le patrimoine. Or, ce modèle jardin, à un moment donné, s'essouffle un peu, on est sur un plafond. Et surtout, c'est un modèle qui ne fonctionne que 3 mois par an. Alors que les équipes qui sont en place, c'est 12 mois. Et donc, c'est un modèle qui est extrêmement difficile à équilibrer. Et pour ça que c'est dit, on a les atouts pour fabriquer le plus grand site de découverte industrielle de France, le plus grand. Hein. Et ça a été confirmé par une visite de la Fédération ERIC, vous savez, l'association qui unit le patrimoine européen industriel qui a objectif de visite touristique. Hein. Ils sont venus sur place avec le président et le comité. Ils ont dit, c'est absolument génial ce que vous faites, parce qu'on sera les seuls, mais avec un concept anglais, à savoir que non seulement on fait visiter différents bâtiments à différentes époques, hein, le château 18e et début 19e, les jardins 1900, la ferme 1930, la grotte Coffry 1960, le labo 1990 et la salle des turbines 2000, si vous voulez. Mais on anime, on fait vivre avec le concept muséographique anglais, ils appellent ça des living museums, des musées vivants. En fait, c'est des écomusées, mais qui respectent l'histoire. Hein. L'écomusée d'Alsace, c'est un beau écomusée, mais il y a rien d'historique à Ungersheim. Là, ça, on raconterait avec une finition, même avec une cité des sciences, tout au bout, pour qu'effectivement, à la fin, on parle de l'avenir et dans le cadre d'un réseau textile fait avec des industriels alsaciens et lorrains qui sont déjà très motivés par tout ça. Voilà en quelques mots donc le nouveau projet, hein, ce fameux circuit écomuséal sécurisé. Alors on a du mal à le finir parce qu'on a eu une grave crise avec le maire industriel concernant la traversée de la rue François ici. C'est toujours pas résolu parce qu'on a trouvé une solution de compromis, c'était un tunnel, mais les financiers maintenant nous disent on ne veut plus payer. On a déjà dépensé 5,7 millions et on ne trouve pas les 300 000 pour finir. Donc on n'ouvre pas. Hein. Vive la France. Ça, c'est vive la France. Il n'y a jamais de planification stratégique en France et c'est toujours des bagarres de chiffonniers, mais je m'arrête là. Très bien, merci beaucoup pour cette intervention passionnante qui, j'imagine, doit susciter un certain nombre de questions. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat. En attendant que les premières questions arrivent, ben, je vais peut-être en poser une. Justement, sur la finalisation de ce projet, comment est-ce que vous envisagez la suite, hein, parce qu'on voit qu'il y a ce problème là qui bloque. Pour l'instant, comment tout ça va se dénouer? Alors, disons dès le départ, on avait convenu avec la communauté de communes qui porte le projet pour le compte de l'association qu'on cherche du mécénat. On a déjà Hmm. trouvé 600 000 euros de mécénat, il faut encore en trouver. Et donc maintenant, on relance à partir de la semaine prochaine une grande campagne de mécénat, d'abord auprès d'amis du site qui veulent mettre chacun 50 euros, 100 euros, 500 euros, si vous voulez, plus certains même 1000 euros. Et on a déjà récupéré 60 000 euros avec ce modèle-là. Deuxièmement, et ça c'est nouveau, on a contacté pratiquement tous les entreprises textiles du Haut-Rhin et des Vosges et il y a une bonne réponse. Alors, c'est pas forcément du mécénat en argent, c'est souvent du mécénat en compétences, mais c'est intéressant parce qu'ils trouvent intéressant le projet d'ensemble, mais aussi comme lieu de valorisation de leur production actuelle textile, vous voulez. Et troisièmement, bien sûr, il faut qu'on trouve des grands comptes parce que les sommes qu'on cherche sont encore importantes. Hein. On cherche au moins 500, 600 000 euros de mécénat pour boucler l'opération, si vous voulez. Et dans ce cas-là, on va sur des grands comptes. Ben, Bernard Arnault, par exemple, hein, qu'on n'a toujours pas contacté, mais on va le faire. Hmm. C'est Dassault aussi. Total avait déjà mis un peu d'argent. Total avait mis de l'argent pour sauver la vieille chaufferie de 1930 du Val-d'Usine, il y a 10 ans. Donc, on va les redemander. Hein. Pour une fois, moi, je suis écolo, mais si Total met de l'argent, on prend. Voilà, on n'est pas comme ça. Hein. Et donc, bien sûr, ben, tous ceux qui peuvent écouter ce chat, n'hésitez pas à participer au mécénat. Je rappelle que pour les privés, vous avez une défiscalisation de 66% et pour les entreprises de 60%, ce qui n'est pas inintéressant. Alors, bien sûr, l'autre point, c'est de faire pression sur nos partenaires financiers, État, région, département, euro, pour qu'on finisse un projet qu'ils ont déjà financé. Il y a déjà eu 4 500 000 euros de subvention. Et pour 200 000, on finirait pas le projet, ce qui serait vraiment aberrant. Hein. J'explique ça tout le temps. Je dis, mais ou alors on faut tout par terre, ou alors on arrête tout. C'est complètement irrationnel de ne pas aller au bout d'un projet qui sera cette visite de l'histoire industrielle sur 3 siècles. Pas seulement de Besserlin, parce que l'idée, c'est de valoriser tout le sud Rhin
et Mulhouse à travers Vesserlin, puisque Vesserlin, c'est un des satellites de Mulhouse, bien sûr, hein. Et est-ce que vous pouvez nous présenter également brièvement hein, le parcours muséal que vous mettez en place dans le château? Quels sont les différents aspects sur lesquels vous attirez l'attention du public? Alors, je rappelle que le château n'est pas un musée, c'est le début du musée, puisque le musée, c'est tout le parcours, hein. Hmm. Mais donc, les visiteurs sont accueillis dans le parking en bas, et déjà en montant sur la moraine, parce que le château est sur une butte qui était une morée de la Seine, on raconte l'histoire de la moraine, mais aussi l'histoire du château des Princes Abbés. Dans le château lui-même, on reconstitue ce qui existait au château, à savoir, au rez-de-chaussée, c'est le 18e, c'est 1760 à 1780. On a reconstitué les ateliers d'indiennage, mais aussi alors, des ateliers de gravure, de dessin, etc., si vous voulez. Donc, avec des acteurs en tenue et des ateliers fidèlement reconstitués, hein. Alors qu'au premier étage, on reconstitue la vie des patrons au 19e siècle, on va dire entre 1800 et 1850, avec leurs chambres, leurs bureaux, parce qu'ils avaient leurs bureaux sur place, leurs salles des ventes, parce qu'ils avaient des salles de vente au château. Ils avaient aussi un cabinet de curiosité. Donc, tous ces éléments, et en même temps, racontent un peu l'aventure industrielle du 19e. Au château, il y a quelque chose de particulier qui n'a été fait nulle part ailleurs. On a une grande salle sur les ouvriers paysans. Donc, vous me direz pourquoi au château? Parce qu'ils sont, c'est pas une maison d'ouvriers paysans, mais il n'y a pas de maison d'ouvriers paysans à Vesserlin. C'est un cas particulier. Dans la vallée de Saint-Amarin à Vesserlin, il n'y a pas de cité d'ouvriers. C'est les villages qui se sont structurés dans le cadre d'un modèle d'ouvriers paysans, poussé par les patrons de Vesserlin qu'on raconte. Donc, on s'arrête au château en 1900. La suite sera expliquée plus tard, puisque dans les jardins, on parlera de 1900 à 1930. À la ferme, on sera en 1930 avec le fonctionnement de la ferme industrielle à cette époque. Et puis c'est à la Grande Chaufferie, au labo, à la Tête-Turbine, qu'on parlera de Boussac, qu'on parlera de la modernisation, avec l'espoir, je le montre, ça c'est un scoop que je vous donne, il y a encore un bâtiment là de 600 mètres carrés qui est vide, qui appartient à la Comcom. Et l'idée un jour, c'est de faire une salle des machines 1930, on raconterait l'aventure industrielle réelle en retrouvant des machines de l'époque, en les remettant en route avec des acteurs ou des figurants ou des bénévoles, si vous voulez, pour reconstituer aussi cette dynamique industrielle particulière de Boussac, Bernard Arnault, jusqu'à la fin du film. Très bien, merci beaucoup. Je vous signale un commentaire de Monsieur Pierre Bronstein. Merci pour ce très bel exposé, très riche et dense, une histoire passionnante. Pourrait-on disposer du PowerPoint pour le voir tranquillement? Alors, je signale, avant de vous donner la parole, Monsieur Takar, à Monsieur Bronstein, que vous pouvez retrouver tous les webinaires des Cafés de l'Histoire sur la chaîne YouTube de la CIM, hein. Vous tapez YouTube, CIM et Café de l'Histoire. Vous retrouvez tous les numéros du webinaire et vous pouvez revisionner évidemment tranquillement les différentes éditions. Mais peut-être Monsieur Takar pourra-t-il également envoyer Oui, son oui, bien support. sûr. Oui, alors il faut être franc, il n'a pas été fait pour le lire sans commentaire, parce qu'il manque les introductions, les conclusions et quelques textes. Mais bon, moi je peux l'envoyer comme ça ne me dérange Bien pas, bien sûr. sûr, avec Une plaisir, question hein. également de Cécile Modenez. Bonjour Cécile. Autour d'un tel projet, le volet scientifique, historique est primordial pour alimenter les contenus. Quelle stratégie est-elle mise en place dans ce sens? Voilà. Alors, on a en 2000, en 2020, on avait créé un comité scientifique, mais qui ne s'est plus réuni pendant 2 ans à cause du Covid, hein. Du coup, on a travaillé un peu par distance, donc avec des gens comme Jean-Marie Schmitt, avec bien sûr Pierre Puc, avec un petit peu avec Régis, avec Marie-Claire Vitou, un petit peu sur la fin. L'idée maintenant, c'est de le remettre en route correctement, si vous voulez, pour avoir un vrai comité scientifique, historique, pour dire des choses justes et élargir notre propos. Parce qu'en fait, là, on a accès sur Besserin. L'idée, c'est de devenir un grand musée du textile orinois au moins, d'Alsace Lorraine au moins, voire national, si vous voulez. Et de se donner des outils pour développer des thématiques qu'on a à peine abordées, le travail des enfants, par exemple, ou bien la révolution technique, ou bien l'originalité de la cime. On en parle, on a une salle sur la cime, mais bien sûr, il faut aller beaucoup plus loin au moment du bicentenaire de la cime. Donc, ces questions sont en cours de création. Nous avons une petite équipe en interne, si vous voulez, pour fabriquer la muséographie, hein. Pour ceux qui sont venus voir, on m'a dit que c'était pas si mal fait. En tout cas, j'ai vu des conservateurs de Suisse et de Paris qui sont venus voir et qui nous ont dit, franchement, on a eu un budget dérisoire, il faut savoir, hein. On est ultra frugal. Mais le fait d'être ultra frugal nous oblige à prendre des objets locaux et à prendre des matériaux très simples qu'on va démonter dans le partie du site et on a créé une ambiance qui est tout à fait authentique. Donc ça a plutôt bien marché. On a des très bons artisans, hein, en interne, si vous voulez, qui ont permis ça. Mais c'est vrai qu'il faut créer ce comité, j'en suis conscient, hein. Nous sommes Euh, qu'au début de l'aventure.
Une question qui me vient en vous écoutant, il y a, vous le savez, évidemment, on le sait évidemment tous, à Mulhouse, la plus grande concentration de musées techniques en Europe, et il y a un MISE, il y a un certain nombre de musées que vous connaissez. Est-ce que vous arrivez à fonctionner en réseau avec eux? Parce que Oui, moi, il me semble toujours que pour que ce sud d'Alsace soit attractif, il faut quand même qu'il y ait un minimum de connexion que tous ces sites, ma foi, dialoguent, travaillent un peu en commun. Est-ce que vous y arrivez de votre côté? oui. Alors, nous étions membres de Musée Sud-Alsace, qui était financé par l'agglo de Mulhouse, la région et le département, donc pendant 25 ans. Malheureusement, ça a fermé, et puis maintenant, il n'y a plus personne. Ça nous embête, hein, franchement, parce que Mm. nous, on était contents. Mais Musée Sud-Alsace n'était qu'un truc commercial, hein. Il n'y avait pas Mm. ni de projet commun, ni de réflexion scientifique commune. Alors moi, j'avais approché 10 fois le MISE pour collaborer avec le MISE. Et maintenant, j'ai compris pourquoi. Pendant 10 ans, oui, oui, d'accord, puis il n'y avait jamais de temps pour moi, hein. Comme si on était des gens de bas de gamme, du fond de vallée, si vous voulez, qui n'étaient pas intéressants, mais aussi parce qu'ils piquaient dans la caisse, hein. Quand on pique les tissus, on n'est pas intéressant. Parce que moi, je voulais voir les tissus de Vessarlin. Encore aujourd'hui, avec la nouvelle équipe, je n'arrive toujours pas à voir les tissus de Vessarlin. C'est quand même fou. Donc nous, on est très ouverts à une collaboration. Mm. Mais il faut être franc, ça va pas facile. Alors, pour les autres musées, donc là, moi, je connais quelques présidents, donc je vais aller les rencontrer, c'est moins important. Encore que le musée de l'auto, je rappelle que les autos étaient retapés à Malmarsbach, dans l'usine Stumpf, qui est située à 3 km de Vesserlin, quand même, il faut le rappeler, hein. Mm. Avec la sueur des ouvriers de la vallée de Saint-Amarin, quand même, hein. Mais disons, c'est vrai que c'est avec le MIS qu'il faut qu'on travaille, c'est une évidence. Et le musée des papiers peints, on voit bien qu'on a des relations fortes ensemble. Mm. Et moi, j'attends que, alors bien sûr, je vais aux événements du MIS, j'essaie d'être présent, si vous voulez. Et je connais plusieurs membres du conseil d'administration, bien sûr, dont le président actuel, hein, le maire d'une commune du bord de Rhin, j'ai plus son nom en tête tout d'un coup. Mais pour nous, il faut construire cette relation forte, bien sûr. Très bien. Sachant que le MIS sera toujours le musée des collections, ce que nous ne ferons jamais. Et nous, on sera toujours le musée de l'histoire actuelle et future. Une remarque quand même, ça c'est important, je ne l'ai pas dit. Dans la déconfiture de Vesselin, nous avons pu récupérer le labo avec ses 25 000 dossiers d'impression, Aubrac, etc. 25 000. Nous sommes capables de refaire 25 000 tissus et tout de suite, nous sommes capables d'en refaire 400 à 500. Parce qu'on a non seulement les dossiers d'impression, les Aubrac, tous les éléments pour le faire, mais on a aussi la machine, vous savez, à fabriquer des échantillons Mm. et même les cadrettes pour faire des échantillons. Donc, nous sommes capables aujourd'hui de refaire 500. Et donc, quand les amis du MIS sont venus à Bessin nous visiter l'été dernier, donc c'est pas les gestionnaires du MIS, c'est les amis du MIS, euh, on a créé une bonne relation et l'idée qu'on travaille en commun sur la valorisation de ces tissus avec des jeunes créateurs, etc., reste ouverte. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet exposé vraiment enthousiasmant et j'espère qu'on se retrouvera nombreux lors de prochaines visites de ce site absolument fantastique. Merci, Monsieur Takar, pour votre intervention. Merci à toutes et à tous de vous être connectés ce matin. Et j'en profite pour signaler que la prochaine, la 21e édition, aura lieu le 15 novembre prochain. C'est un exposé de Laurent Zimmermann et qui nous parlera de la cigogne, de la préservation de la cigogne blanche et à travers cette espèce, les travaux du Comité des sciences de la nature de la Société industrielle de Mulhouse. Et vous pouvez évidemment retrouver toutes les éditions sur le canal YouTube de la CIM. Merci, Monsieur Takar. Bonne journée à Merci toutes et à aussi à vous. tous et à bientôt. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.